C'est un dialogue entre pénombre et ombre. Alors, pour bien comprendre, il faut bien penser à ce qu'est la pénombre. La pénombre, c'est une luminosité réduite, diffuse et réduite. Et puis l'ombre, eh bien, c'est l'ombre d'un objet que l'objet jette lorsqu'une source de lumière se trouve devant lui. Alors, voici le dialogue. Pénombre demanda à ombre, « Tu avançais, tu t'arrêtes. Tu étais assise, te voilà debout. Comment se fait-il que tu n'aies pas de conduite suivie ?» Ombre répondit, notez que c'est intéressant, elle répond par des questions. Donc elle avoue son ignorance. Ombre répondit, « En est-il ainsi parce que je dépends de quelque chose? Et cette chose est-elle ce qu'elle est parce qu'elle dépend à son tour d'autre chose? Dépendrais-je peut-être de quelque chose comme le serpent de ses écailles pour ramper, ou comme la cigale de ses ailes pour voler? Comment savoir s'il en est ainsi ou s'il en est autrement? » Une chose qui est étonnante, pas une ombre, évidemment, elle se meut avec le corps dont elle est l'ombre. Mais apparemment, l'ombre n'a pas conscience d'être l'ombre d'un objet. Mais elle a tout de même conscience d'être dans l'ignorance. Il y a une chose cependant qu'elle sait clairement, c'est que ses mouvements ne dépendent pas d'elle. Ça, elle le sait. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle s'en rend compte. Et disons que c'est une conscience qui a conscience d'être déterminée par autre chose qu'elle-même, encore qu'elle ne sache pas comment. Et que le domaine où se situent les causes de ces mouvements, de ces déplacements, lui échappe, elle ne peut pas y pénétrer. Et je pense que sous cette forme de fable ici, nous avons une description excellente du rapport réel entre la conscience et la vie du corps. C'est-à-dire que ce que je dis là ne va pas de soi. Parce qu'habituellement, nous avons le sentiment que notre conscience est maîtresse d'elle-même et que c'est elle qui régit et qui prend des décisions. Mais je pense qu'il y a une illusion là. Vous avez l'impression d'être libre, vous avez l'impression que votre conscience régit votre activité. Mais quand votre conscience, à tout d'un coup, enregistre un objet mental, c'est une idée, est-ce qu'elle a voulu tout d'un coup penser à ça? Non, les idées viennent toutes seules. Et puis ensuite, on se débrouille avec ce qui vient. Ici, ça me fait penser à un passage fameux de Nietzsche. Ça se rapproche très étroitement au texte du Zhuangzi. Nietzsche en a aux logiciens. Et il dit en ce qui concerne la superstition des logiciens, double point, « Je ne me lasserai pas de souligner un petit fait que ces esprits superstitieux, les logiciens, n'admettent pas volontiers. Une pensée vient quand elle veut et non quand je veux, de sorte qu'il est faux de prétendre que le sujet « je » est la condition du prédicat « pense ». Donc, ça pense. Que ce « ça », ça veut dire, on ne devrait pas dire « je pense », on devrait dire « ça pense ». Que ce « ça » soit identique au vieux « moi » de toujours, est dans le meilleur des cas une supposition, une affirmation. Ce n'est certainement pas une certitude immédiate. Certitude immédiate entre guillemets, c'est un terme qu'il attribue au logicien auquel il en a. En fait, dire « ça pense », c'est encore trop dire. Le « ça » est une interprétation du processus et ne fait pas partie du processus lui-même. On devrait donc dire « pense », comme en chinois. Mais c'est qu'on raisonne là selon une vieille habitude grammaticale. Penser est une action, toute action suppose quelqu'un qui agit, donc un sujet, etc. Donc on dit « je pense ». Alors, ce qui s'exprime ici dans notre passage, dans le dialogue de la pénombre et de l'ombre, c'est un déterminisme absolu, exactement comme chez Spinoza. C'est-à-dire l'idée que notre conscience ne régit rien du tout, et que quand elle croit régir, eh bien elle est dans l'illusion, et que tout ce qu'elle enregistre est toujours déterminé par quelque chose qui vient du dehors de la conscience. En fait, à travers le corps, exactement comme chez Spinoza. J'en arrive à la conclusion que la majeure partie de la pensée consciente doit être imputée aux activités instinctives. S'agit-il même de la pensée philosophique? La conscience ne s'oppose jamais à l'instinct d'une manière décisive. Pour l'essentiel,
La pensée consciente est secrètement guidée par des instincts qui l'entraînent de force dans des chemins déterminés. À l'arrière-plan aussi de toute la logique et de son apparente liberté de mouvement, se dressent des évaluations ou, pour parler plus clairement, des exigences physiologiques qui visent à conserver un certain mode de vie. On affirme par exemple que le déterminé a plus de valeur que l'indéterminé, ou que l'apparence vaut moins que la vérité. Mais, quelle que soit pour nous la valeur normative de pareilles appréciations, il se pourrait qu'elle ne soit que des jugements superficiels, une sorte particulière de niaiserie, celle justement que peut réclamer la conservation d'individus de notre espèce. À supposer tout au moins que l'homme ne soit pas la mesure des choses. C'est une des formulations les plus éloquentes de l'idée d'inconscient. Là où nous croyons que nous pensons, ou que nous sommes l'origine de nos pensées, Nietzsche fait valoir un arrière-fond de pulsions, d'intentions, un mélange. Tout ce qu'il y a derrière un « je », tout ce qu'il y a derrière celui qui dit « je pense ». Nietzsche est le premier à dire « ça pense » derrière « je pense ». Et philosopher en généalogiste, c'est s'intéresser aux raisons qui nous font tenir un jugement. Le désir que nous avons de tenir telle cause pour une valeur non négociable. La tentation normative en chacun de nous et raconter la façon dont la pensée consciente est secrètement menée par ses instincts et, comme il dit, forcée à suivre une voie tracée. Il est l'élève de Spinoza. Pour Spinoza, le premier gain de liberté, c'est la découverte que derrière le libre arbitre, il y a tout un monde de pulsions qui nous déterminent, ou plus exactement que le sentiment du libre arbitre naît de l'ignorance des causes réelles qui nous font agir. Il est l'élève de Spinoza à cet instant-là, et surtout dans l'idée que c'est un gain de liberté que de le comprendre. Comprendre ça, c'est-à-dire rompre avec l'illusion de notre propre liberté, l'illusion que nous sommes l'origine de nos actes, c'est être plus libre qu'avant. Il ne s'agit pas d'être normatif, de défendre une position contre une autre, mais de faire passer chaque élément du réel au cialytique, au scalpel. Et c'est le refus de transiger avec le goût d'avoir des illusions. Il dit qu'on le pardonne au vieux philologue que je suis et qui ne peut renoncer au malin plaisir de mettre le doigt sur les mauvaises interprétations.